Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous avez passé un très bel été. Nous sommes heureux, chères auditrices, chers auditeurs, de vous retrouver après la pause estivale dans notre studio pour une nouvelle saison de Cap Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Grâce à une actualité foisonnante, cette deuxième saison s'annonce encore riche. Elle promet d'explorer de nombreuses thématiques au cœur des préoccupations des conseils et des entreprises et d'accueillir sur nos ondes des invités de marque. Cette première émission de rentrée en est d'ailleurs l'illustration parfaite. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 septembre 2023, au micro Jean-Jacques Dègre, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Lenaourez, directeur Risk Advisory au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous. Je suis également ravi de retrouver le studio et de partager le micro avec vous pour cette nouvelle saison. Nous avons souhaité dédier cette première émission au reporting de durabilité, l'actualité ayant été dense dans ce domaine au cours de l'été. Ce sujet mobilise aujourd'hui les entreprises et leur gouvernance, tant la question est vaste et complexe et le calendrier serré, surtout pour les groupes cotés. Effectivement Pierre-Yves, et pour s'exprimer sur ce sujet, nous avons la chance de recevoir deux experts éminents à notre micro, Robert Ophel et Pierre Planchon. Robert Ophel est président du Collège de l'Autorité des normes comptables après avoir présidé l'Autorité des marchés financiers pendant 5 ans. Pierre Planchon, quant à lui, est membre du comité exécutif et responsable du métier audit de KPMG France. Après cet entretien passionnant, nous ferons tous les deux, Jean-Jacques, le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Quels sont les thèmes au programme aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons choisi d'évoquer 2 thèmes. Nous ferons tout d'abord le point sur la responsabilité civile de l'administrateur. Nous évoquerons ensuite le C-on Climate envisagé sur le modèle du C-on-P. Puis, comme d'habitude, nous refermerons ce journal avec nos recommandations de lecture, mais place tout de suite à nos deux invités pour l'interview menée par Hélène Modicom, directrice de Radio KPMG. Face à l'urgence climatique, le monde économique ne peut plus avoir comme seule boussole croissance du chiffre d'affaires, rentabilité ou encore montant des dividendes. L'Union européenne l'a bien compris et mène depuis plusieurs années un projet très ambitieux de reporting extra-financier, appelé aussi rapport de durabilité, auquel seront très vite soumises près de 50 000 entreprises opérant dans l'espace communautaire. La directive CSRD, publiée en décembre 2022, en est une étape importante. Elle a été complétée au mois de juillet par un règlement comprenant 12 premières normes qui entreront en vigueur au 1er janvier 2024, selon toute vraisemblance. Mais avec quels impacts pour les entreprises ? Dès 2025, les grands groupes cotés en Europe devront publier, au titre de l'exercice 2024, un rapport de durabilité qui comportera de nombreuses informations relatives à la fois à l'impact de l'environnement sur les activités de l'entreprise, mais aussi à l'impact de l'entreprise sur l'environnement. C'est ce que l'on appelle le principe de double matérialité retenu par l'Union européenne. Dans le même temps, l'ISSB, l'organe de la Fondation IFRS dédié aux enjeux de durabilité, développe son propre corpus de normes et en a publié les 2 premières fin juin 2023. Les 2 normalisateurs assurent que leurs référentiels auront un degré d'alignement élevé pour éviter aux groupes, pour éviter aux entreprises d'avoir à publier des informations distinctes. Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent pour les entreprises, mais aussi pour leur gouvernance en charge de sa supervision, tant le chantier de la durabilité est complexe. C'est pour répondre à ces questions, ou du moins pour tenter d'y répondre, que nous avons convié à notre micro pour cette nouvelle édition de Cap Gouvernance, messieurs Robert Ophel et Pierre Planchon. Bonjour à tous les deux, c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir sur les ondes de Radio KPMG. Merci de votre invitation et bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation, je suis ravi de partager le micro avec Robert Ophel. Monsieur Ophel, après une longue carrière au sein de la Banque de France, dont vous étiez sous-gouverneur, vous avez présidé l'autorité des marchés financiers entre 2017 et 2022, puis vous avez été nommé président du Collège de l'autorité des normes comptables en février 2023. C'est au titre de vos nouvelles fonctions, mais aussi fort de votre expérience de superviseur et de régulateur que nous avons donc le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre micro. Quant à vous, Pierre Planchon, vous êtes associé, membre du comité exécutif de KPMG France en charge de l'activité audit et vous nous partagerez le point de vue des commissaires aux comptes. Vous nous donnerez également votre perception des attentes des entreprises. Ma première question fait référence, Monsieur Ophel, au plan stratégique que l'ANC a publié en juillet dernier et aux priorités que l'ANC s'est fixées pour les 3 prochaines années.
Au-delà de la création d'un comité sur l'information de durabilité, un comité qui a été créé en 2022, l'autorité confirme dans son plan stratégique que son principal objectif, c'est de soutenir le déploiement de ces nouvelles normes de durabilité. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs, Monsieur Hoffel, quel rôle l'ANC entend jouer dans ce domaine, donc dans le domaine de la durabilité, pour accompagner les entreprises ? Merci de cette question qui est de fait au cœur de nos actions dans les prochains trimestres. Le chantier de la durabilité, c'est le chantier majeur qui va se déployer, et je suis prudent, jusqu'à la fin de cette décennie. C'est un long voyage parce que le challenge est vraiment très considérable. Alors, l'autorité des normes comptables prend ce dossier à bras-le-corps, plusieurs points de vue. D'abord, l'autorité des normes comptables contribue à l'élaboration de ces normes européennes, parce qu'elle fait partie de l'EFRAG et donc a une action très très significative au sein de l'EFRAG pour faire ressortir les bonnes normes. Et j'y reviendrai, nous ne sommes pas au bout de cette normalisation. Vous avez signalé les 12 normes secteur agnostiques, c'est-à-dire qui s'appliquent à tout le monde, mais ils vont être complétés dans les années qui viennent par des normes sectorielles qui se rajoutent selon les secteurs des entreprises, un secteur à ces normes générales. Et il y a 39 secteurs qui ont été identifiés. Et puis, il y a les normes PME qui vont se déployer pour les PME cotées. Et un point extrêmement important, ce sont les normes optionnelles pour les PME qui ne sont pas tenues de faire obligatoirement par la réglementation un reporting de durabilité, mais qui vont être sollicitées par les grandes entreprises qui ont besoin d'informations sur leur chaîne de valeur et donc sur, en particulier, l'action de ces PME, etc. Donc, nous avons tout un corpus de règles à compléter. Et j'y reviendrai, le dernier élément qui est totalement fondamental, parce que vous avez signalé 50 000 entreprises ayant une activité dans l'Union européenne. En 2026, ce qui est prévu par la CSRD, c'est que des entreprises de pays tiers qui ont une activité significative dans l'Union, non seulement ces entreprises, quand elles sont présentes dans l'Union, doivent faire un reporting de durabilité au sens de l'Union, mais à partir de 2026, on leur demandera de faire un reporting consolidé au niveau du groupe, alors que la tête de groupe est dans le pays tiers. Et de ce point de vue-là, vous voyez et donc là, il y a des normes aussi. L'ampleur de la tâche. L'ampleur de la tâche. J'attire l'attention sur ce point-là parce que c'est une dimension d'extraterritorialité de cette réglementation qui a une dimension extrêmement forte. Nous verrons comment on arrivera à les mettre en œuvre. Mais l'idée, et je crois que l'idée de la durabilité, elle est très forte, elle est de dire il faut que tout le monde soit traité de la même manière. C'est-à-dire que des grandes entreprises de pays tiers qui ont une activité significative dans l'Union, elles doivent donner les mêmes informations au niveau consolidé que des entreprises dont la tête de groupe est dans l'Union. C'est un sujet qui concerne toutes les entreprises dans le monde. Et tous les pays du monde. Et c'est donc un sujet qui concerne toutes les entreprises dans le monde. Et ça miroite un petit peu avec le rôle de l'ISSB que vous avez mentionné. On y reviendra. On y reviendra dans quelques sur l'interro. Donc, pardon. Première dimension, compléter, participer à l'élaboration de ces normes. On n'est pas au bout du chemin. Et en particulier, au-delà des normes, il y a comment est-ce qu'on les interprète, comment on les met en œuvre. Nul doute qu'au niveau européen, un certain nombre d'indications vont être fournies. Nous y participerons. Mais quand on dit qu'on participe à cette élaboration de normes européennes, l'autorité des normes comptables, c'est pas une bulle. Nous sommes dans ce rôle, nous devons quelque part prendre en compte les besoins, les contraintes des acteurs français. Et donc, le dialogue avec la place et toutes les parties prenantes pour faire valoir un certain nombre d'éléments dans cette élaboration de normes est extrêmement important. Premier aspect. Deuxième aspect, une fois que les normes sont là, comment est-ce qu'il y a appropriation de ces normes par le tissu économique ? Tissu économique, c'est pas uniquement c'est d'abord les entreprises, mais c'est pas uniquement les entreprises, c'est aussi les gens qui utilisent ce rapport de durabilité. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des journalistes, ça peut être des ONG. Donc, comment est-ce que l'on favorise l'appropriation de ces normes ? Évidemment, nous ne pouvons le faire qu'avec toutes les parties prenantes de la place, les associations professionnelles, les groupes divers et variés qui ont développé une expertise dans ces domaines. Nous avons par exemple l'intention de publier, de rendre public un certain nombre de guides pour aider
soit en particulier les ETI qui n'ont pas l'habitude de faire des DPEF aujourd'hui, les déclarations de performance. déclarations donc la marche est plus haute pour elles, donc là, faire des guides pour les aider et un certain nombre de fiches techniques sur des points techniques complexes qui demandent à être éclairés. Tout ça sont des éléments qui doivent être faits de façon très participative avec tous les experts de la place. La transposition de la directive en droit français va officialiser le rôle de l'ANC dans ce domaine. On tient déjà ce rôle, mais on le tient sans avoir de base légale. Et c'est important d'avoir une base légale. Donc, avec la transposition, nous aurons, dans ce domaine de la durabilité, un rôle qui sera officialisé. Mais il faut être très clair, l'Europe a choisi de ne pas avoir des normes nationales. En matière de comptabilité financière, on a des normes nationales, et l'ANC est le standard setter, celui qui les fixe, et on a des normes internationales qui ne s'appliquent qu'aux comptes consolidés des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé. Mais pour les normes de durabilité, nous avons fait le choix d'avoir des normes européennes. Je me tourne vers vous maintenant, Pierre Planchon. Comment voyez-vous le rôle des commissaires aux comptes dans la mise en œuvre de ces nouvelles normes ? Les institutions européennes ont fait le choix d'utiliser le levier de la transparence pour inciter les acteurs économiques à accélérer la transition vers une économie durable. Donc les commissaires aux comptes, ils vont clairement jouer un rôle clé dans la transformation de l'économie, engagée par ces nouvelles normes de durabilité, puisque comme nous le faisons déjà pour le rapport financier, nous allons apporter de la confiance et de la crédibilité au reporting de durabilité et ainsi permettre aux parties prenantes de prendre leurs décisions sur la base d'informations fiables et vérifiées. En effet, la CSRD nous permet, avec notre casquette de commissaire aux comptes, de porter un avis à la fois sur les comptes et sur le rapport de durabilité, ceci dès la clôture 2024. Elle conduit aussi à élargir singulièrement notre mission, puisqu'avec le rapport de durabilité, nous serons amenés à nous prononcer sur 3 sujets distincts. La CSRD, le reporting digital et la taxonomie durable, alors qu'on a une seule conclusion avec la DPEF. Enfin, c'est un changement de prisme dans la finalité de notre mission. En effet, si la DPEF, déclaration de performance extra-financière, était basée sur les résultats et les performances ESG passées, donc rétrospectives, avec la CSRD et les ESRS, l'entreprise va devoir expliciter dans son reporting la manière dont elle prend en compte les questions de durabilité dans son modèle économique, dans sa stratégie, et donc apporter dorénavant une vision prospective de ces enjeux. Pour pouvoir être correctement appliqués, ces textes ont besoin d'être décryptés, maîtrisés, formés, permettre aux préparateurs de s'approprier ces nouveautés pour les mettre en œuvre, et à la gouvernance de jouer son rôle. C'est un enjeu systémique pour l'économie. En tant que commissaire aux comptes, il nous revient de prendre notre part dans cette dynamique et d'accompagner la place, pas à pas, de manière concrète et opérationnelle. Cet accompagnement, nous le faisons sur le terrain, aux côtés de nos clients, par notre implication à leur côté, de manière précoce et continue, et principalement lors des arbitrages clés. Et comment votre profession, la profession donc des commissaires aux comptes, va-t-elle collaborer avec l'autorité des normes comptables dans le domaine de la durabilité, Pierre Planchon ? Nous travaillons déjà beaucoup avec l'ANC depuis longtemps et sur tous les sujets comptables dont elle a à traiter. Donc, on va poursuivre cette collaboration de manière peut-être encore plus intensive sur un sujet d'urgence. Ça peut prendre différents aspects. Si l'ANC envisage de mettre à disposition des guides pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du nouveau référentiel, nous serons évidemment force de proposition et puis nous contribuerons à son élaboration, puis à sa diffusion, par notre participation dans les groupes de travail animés par l'ANC. Par ailleurs, comme ces normes vont immanquablement susciter de nombreuses questions quant à la mise en œuvre, nous serons aussi aux côtés de l'ANC pour les anticiper, les relayer, réfléchir à la manière de les traiter. Notre objectif commun, c'est clairement de favoriser la cohérence et l'homogénéité des pratiques au niveau de la place et plus largement au niveau européen. Il semble donc que les commissaires aux comptes et l'ANC sont totalement alignés. Les superviseurs, les régulateurs, comme l'autorité des marchés financiers ou comme la CPR ou encore le H3C sont également très mobilisés sur le sujet. Par exemple, l'autorité des marchés financiers a publié en juin dernier un dossier thématique intitulé « Le reporting de durabilité CSRD », se préparer aux nouvelles obligations. De quelle façon, Robert Ophèle, ces différentes autorités vont-elles interagir pour réussir
la mise en œuvre de ce rapport de durabilité? Il faut avoir en tête que le collège de l'autorité des normes comptables, dans ce collège, il y a déjà la CPR, il y a déjà l'AMF, il y a des commissaires aux comptes, il y a des experts comptables. Probablement, dans la transposition, on va un petit peu élargir le collège de l'ANC pour précisément avoir un certain nombre d'expertises dans ce domaine de durabilité. Le président de l'ANC est aussi membre du collège de la CPR et membre du collège de l'AMF. Et en tant que membre du collège de l'AMF, j'ai pris la présidence de la commission climat, finances durables de l'AMF afin que précisément on puisse progresser ensemble dans une voie. Un des enjeux qui est assez intéressant dans ces domaines réglementaires, je vais peut-être un tout petit peu technique, mais les choses ont été faites à l'envers. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des réglementations qui s'appliquent au secteur financier avant que les informations nécessaires pour remplir ces nouvelles obligations sur le secteur financier ne soient connues et normalisées. C'est ce qui a été fait par la CSRD. Donc, il y a des incohérences parce que la CSRD remet en cause un certain nombre d'éléments qui ont été fixés auparavant dans des réglementations financières. Et la question était très aiguë parce que autour d'un problème qui est le problème de la matérialité. Je m'explique. Dans un certain nombre de réglementations financières, on demande un certain nombre d'informations très précises. Quand on se tourne vers des entreprises qui ont à faire un reporting de durabilité qui peut avoir ce qu'on appelle plus de 1000 data points, c'est-à-dire 1000 éléments qui sont demandés. Dans ces 1000 éléments qui sont demandés, il y a des choses qui ne concernent pas l'entreprise ou qui sont absolument pas matérielles. Pas significatives. Et donc, faire un travail administratif, bureaucratique, pour remplir des états sans portée, c'était ce qui avait été prévu à l'origine pour remplir les obligations du secteur financier, et c'est ce qui a été abandonné par la Commission dans ses actes délégués en disant toutes ces informations de durabilité, vous n'aurez à les remplir que si elles sont considérées comme matérielles. Les entreprises ont été rassurées. Et ça, c'est à la fois rassurant, mais c'est aussi un challenge, parce que matériel, ça veut dire quoi concrètement? Et pourquoi dit-on ça? C'est à la fois une responsabilité pour l'entreprise et ses dirigeants, et c'est aussi une responsabilité pour les commissaires aux comptes, tous ceux qui vont faire une assurance sur ces rapports, de dire que oui, vous avez effectivement fait une analyse de matérialité et vous avez effectivement conclu que cet élément-là n'était pas matériel pour l'entreprise. Et donc, il y a maintenant à aligner un certain nombre de réglementations financières pour tenir compte du fait qu'un certain nombre d'éléments ne seront pas fournis dans les rapports de durabilité. Et c'est pas parce qu'ils seront pas fournis dans les rapports de durabilité qu'il faut leur demander en pirate, en parallèle aux entreprises pour pouvoir le remplir. Donc, ça a été mis très clairement au clair par la Commission cet été, en particulier dans un Q&A qui a été publié en même temps que ces textes. La coordination des secteurs, de la réglementation du secteur financier avec les contraintes qui pèsent sur les entreprises est un élément très important. Donc, en vous écoutant, je comprends que toutes les autorités, que ce soit l'autorité des marchés financiers, la CPR, l'ANC, vont travailler ensemble, main dans la main. Et donc ça, c'est aussi rassurant, puisque la communication... Je vais peut-être en rajouter un autre, c'est la Banque de France. Parce que la Banque de France a annoncé, c'est très bienvenu, qu'elle allait faire une notation, tout à fait. C'est très bienvenu parce que là, la cible, c'est des dizaines de milliers d'entreprises françaises de taille réduite. En gros, il y a 7500 à 8000 entreprises françaises qui seront touchées par l'obligation réglementaire de faire un reporting. Parmi les 50 000. Parmi les 50 000. Mais il y a toutes les autres à qui on va demander des choses et pour qui la durabilité n'est pas complètement indifférente, d'où les normes optionnelles qui sont en train d'être développées à l'EFRAG. Il est très important qu'avec la Banque de France, qui va, elle, justement, avoir un regard sur peut-être 50 000 ou 80 000 entreprises, il y a une cohérence entre les deux et que les informations soient en nombre limité, mais pertinentes. Donc, c'est aussi un axe important, me semble-t-il.
Je le disais il y a quelques instants d'introduction, la Commission européenne a adopté cet été le règlement portant sur les 12 premières normes ESRS, dans une version qui est très probablement définitive. Pierre Planchon, les associés de KPMG échangent, on peut l'imaginer depuis quelques temps déjà, voire plusieurs années, avec les directions générales autour des défis nombreux que représente le rapport de durabilité. Quelles sont leurs réactions et quelles sont les préoccupations de ces directions générales vis-à-vis de leurs nouvelles obligations qui s'approchent? Ce qui préoccupe en premier lieu nos clients, c'est l'ampleur et la profondeur de l'exercice, mais aussi la proportionnalité aux enjeux auxquels ils font face. Les grands groupes sont évidemment plus avancés parce qu'ils disposent de plus de ressources, de compétences pour mettre en œuvre ces nouvelles normes et ont pris un peu d'avance. Pour les autres, un accompagnement important dans la compréhension, la mise en œuvre concrète de ces obligations va être nécessaire et certainement au-delà même des questions de double matérialité, de chaîne de valeur qui feront l'objet de guides de la part de l'EFRAG. Parce que la route va être longue, la préparation est clé. Concrètement, il faut d'abord poser les bases, c'est-à-dire fixer l'ambition, construire une équipe et une gouvernance projet, une feuille de route, pas à pas, en prenant les sujets dans le bon ordre, et puis ensuite déployer en répartissant son effort, son investissement dans le temps. Alors nous recommandons à nos clients de lancer sans tarder 2 chantiers prioritaires. D'abord, l'analyse de matérialité, pour identifier les enjeux significatifs et ne pas se perdre sur des sujets éventuellement secondaires. Ensuite, la comparaison entre l'existant et les informations qui seront à produire pour définir la feuille de route qui permet de combler les écarts entre les deux. Mais donner du sens au projet et surtout former les équipes sont des facteurs de réussite de cette transformation. Je voudrais ajouter que les modifications apportées entre la première version des normes ESRS et celle qui a été publiée fin juillet ont été saluées positivement par les entreprises, plus particulièrement la généralisation de la double matérialité et l'ajout de mesures de transition complémentaires pour les sociétés de taille moyenne. Il me semble que nous arrivons maintenant à un point d'équilibre entre les attentes des différentes parties prenantes. Alors justement, ces parties prenantes, intéressées par les informations de durabilité, poursuivent des objectifs multiples. Il y a donc de véritables enjeux autour de la fiabilité des informations qui seront publiées. Monsieur Hoffel, comment l'ANC va-t-elle contribuer vis-à-vis de ces parties prenantes, notamment pour qu'elles soient correctement informées? La pédagogie dans ce domaine-là, c'est une ardente obligation pour, quelque part, toutes les autorités concernées, toutes les associations concernées pour pouvoir diffuser. Et l'enjeu, quelque part, c'est que les voix ne soient pas discordantes et que les niveaux d'attente vis-à-vis des entreprises en particulier ne soient pas orthogonales. Donc, d'où, dans notre esprit, l'utilité d'un certain nombre de guides pour clarifier les choses vis-à-vis des entreprises, mais aussi vis-à-vis des parties prenantes. Voilà ce que vous pouvez attendre. Et en particulier, je crois qu'il y a besoin, pour les entreprises de taille intermédiaire, de dédramatiser le sujet. Quand on regarde 1200 data points que j'évoquais tout à l'heure, on dit, mais c'est pas possible. C'est effrayant. C'est effrayant. Et c'est assez important que justement on prenne la juste mesure de ce qui est demandé et que les parties prenantes n'aient pas d'attente disproportionnée, surtout que quelque part c'est une montée en puissance progressive. J'attire aussi l'attention en particulier que beaucoup d'exigences sont phasées, c'est-à-dire que tout n'est pas demandé la première année. Il y a un calendrier. Il y a un calendrier, il y a des choses qui sont décalées d'1 an ou de 2 ans. C'est progressif, oui. C'est progressif. Oui. Et heureusement. Et heureusement. Par exemple, tout ce qui touche les employés de la chaîne de valeur. Pas les employés de l'entreprise, mais de la chaîne de valeur. Il y a un petit décalage. Tout ce qui est plan de transition pour la biodiversité, il y a 1 an de décalage. La Commission a introduit un seuil à 750 personnes en disant les entreprises qui ont moins de 750 personnes, c'est-à-dire entre 250 et 750, et aussi d'ailleurs entre 500 et 750 pour la première vague. Ils ont un peu plus de temps pour un certain nombre Il y a des dispositions transitoires. Il y a des dispositions transitoires, donc il s'agit de l'aborder calmement, mais de façon sérieuse. Sérieuse, oui, tout à fait, et rigoureuse. Cette émission s'adresse en priorité à ceux qui sont dans la gouvernance des entreprises. Monsieur Hoffel, au regard de votre parcours, de votre expérience et des interactions que vous avez, dont vous venez de parler avec les superviseurs, avec les régulateurs, quelles recommandations pourriez-vous adresser aux membres des conseils et des comités pour les aider dans leur rôle de supervision du reporting de durabilité?
La durabilité et le reporting de durabilité, c'est pas l'affaire, de mon point de vue, d'un ou deux membres du comité. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et c'est d'autant plus l'affaire de tous que sur la base de ce qui est mis dans les rapports, il y a un certain nombre de conséquences. Il y aura des conséquences pour les investisseurs, il y aura des conséquences pour les autres parties prenantes et l'image de la société. Et dans un certain nombre de cas, il pourrait y avoir des conséquences au niveau judiciaire. Parce que, et c'est un élément qui est en train de se finaliser au niveau européen, le devoir de diligence qui va être précisé au niveau européen s'appuiera, bien entendu, sur des éléments de la durabilité. Alors, ça sera pour les plus grandes entreprises, et le texte n'est pas encore totalement finalisé, mais clairement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous et il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de science infuse. Il n'y a pas de science infuse. Il faut se former. Il faut se former. Et si je dis ça, c'est parce qu'il ne faut pas ça peut se reposer uniquement sur un ou deux experts dans le conseil sur ce domaine-là. Alors, il faut se former. Ne faisons pas non plus une montagne, mais il faut une vraie action, parce que ce qui est derrière, quelque part, le reporting de durabilité, c'est en fait un changement assez radical dans la manière dont on conçoit l'entreprise et où les responsables de l'entreprise doivent analyser leur plan d'affaires, quelque part. C'est pas juste, je remplis des cases. Derrière, à la base, c'est ce qu'on appelle les risques et les opportunités. Quels sont les risques et les opportunités que ces problématiques de durabilité font peser sur l'entreprise. Et en fonction de ça, quelle décision je prends pour l'avenir de mon entreprise. C'est le cœur du reporting de durabilité. Et derrière, évidemment, les plans de transition sont des éléments très, très significatifs dans ces domaines-là. Mais fondamentalement, ce reporting doit être conçu comme une aide à la gestion prévisionnelle de l'entreprise sur le moyen terme. Et donc, c'est un enjeu pour tous les dirigeants et l'ensemble du conseil, et pas uniquement pour un spécialiste qui s'assurera que les cases sont bien remplies. Pierre Planchon, je m'adresse maintenant à vous. Avec votre casquette de commissaire aux comptes, je vous poserai la même question qu'à M. Hoffel. Quelles recommandations adressez-vous aux membres des comités d'audit et des conseils pour les aider dans leur rôle de supervision du reporting de durabilité ? Pour les membres des conseils d'administration et des comités d'audit, il s'agit d'abord de renforcer leur expertise sur les sujets. Ils doivent, comme sur tous les autres sujets dont ils portent la responsabilité, adopter une posture de vigilance proactive. Ça impose aux administrateurs un rôle actif de prise de connaissance des nouveaux référentiels, des obligations qui y sont attachées, par le biais de formation bien sûr, mais aussi avec l'appui de spécialistes qui pourront les guider dans leurs interrogations et les réponses qu'il faudrait y apporter. La montée en compétence des conseils et des comités d'audit peut aussi se faire via le recrutement de nouveaux membres qui peut permettre de couvrir l'ensemble des domaines de l'ESG. Dans leur rôle de supervision, les administrateurs vont devoir mettre en place un dialogue continu avec les directions générales, notamment pour comprendre, s'assurer de la cohérence et de la pertinence de la feuille de route de déploiement pour ce reporting de durabilité. Compte tenu des enjeux stratégiques pour l'entreprise, ils devront être tenus informés des analyses, des décisions clés qui en résultent, comme le résultat de l'analyse de double matérialité, par exemple, ou encore l'identification des impacts, risques, opportunités significatifs, qui seront ensuite déterminants pour la création de nouveaux processus de reporting. Ils devront aussi être attentifs à la robustesse du dispositif de contrôle interne qui va être mis en place autour de ce nouveau jeu de données indispensable pour les fiabiliser. Enfin, ils vont être amenés à se positionner sur la stratégie qui va être définie par la direction générale en réponse aux impacts identifiés, parce que cette stratégie va engager l'entreprise pour les années à venir. Elle va être scrutée par l'ensemble des parties prenantes intéressées qui vont définir leurs actions sur la base de l'ambition affichée et de la cohérence des plans d'action. On peut donc imaginer que la gouvernance aura fort à faire au cours des prochaines années en matière de durabilité. L'ISSB développe son propre corpus de normes, mais certains ne le trouvent pas assez ambitieux. Il s'attacherait uniquement, en effet, à l'impact de l'environnement sur l'activité de l'entreprise, contrairement au référentiel européen, qui pose, lui, le principe de double matérialité, comme je l'ai expliqué en introduction, et inclut donc l'impact des entreprises sur l'environnement. Monsieur Hoffen, quel regard portez-vous sur la cohabitation de ces deux référentiels pour des groupes européens qui voudraient également appliquer les normes ISSB ? D'abord, je me réjouis qu'au niveau international, le sujet soit pris en main.
et soit pris en main par des vrais professionnels qui savent faire des normes et qui font des normes de bonne qualité. Et j'espère que ces normes seront retenues par beaucoup de juridictions ou d'entreprises. De juridictions pour les rendre obligatoires chez eux ou par des entreprises sur une base volontaire. Ça, c'est le point positif. Point positif. Au moment où nous parlons, l'ISSB a développé une norme générale et une seule norme sur le climat. Donc, nous sommes très, très loin du périmètre, même sur normatif, par rapport à l'Europe. Et aujourd'hui, après quelques ajustements à la marge, nous pouvons dire que quand on applique le référentiel européen, les ESRS, on est compatible avec le référentiel de l'ISSB. Pourquoi ? Parce que on a ajusté dans le référentiel européen l'impact financier, c'est-à-dire ce qui, dans la durabilité, impacte la valeur de l'entreprise. Donc, quand vous faites le reporting de durabilité européen, vous êtes, de notre point de vue, totalement équivalent avec le reporting souhaité par l'ISSB sur la partie climat. L'inverse n'est pas vrai, puisque, comme vous l'avez dit, à l'ISSB, on ne couvre pas la double matérialité, la matérialité d'impact de l'entreprise sur son environnement, mais uniquement la matérialité de l'impact de l'environnement sur la valeur de l'entreprise. Et fondamentalement, ce qui intéresse l'ISSB, elle s'adresse aux investisseurs. Qu'est-ce qui intéresse les investisseurs ? Elle ne s'intéresse pas à ce que l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est le point. Au moment où nous parlons, l'Union européenne est la seule juridiction qui a retenu les normes ISSB, puisque, comme je le disais, on est. Donc, j'espère que ailleurs, dans d'autres juridictions, les choses se feront de la même manière. Comme je le disais tout à l'heure, les normes européennes ont vocation à s'appliquer aux groupes de pays tiers qui ont une activité significative en Europe. Il est très important et l'ISSB va compléter son appareil normatif dans d'autres domaines, il est très important que dans ces autres domaines, on garde cette capacité à pouvoir dire, vous savez, si vous appliquez les normes européennes, vous êtes automatiquement compatible avec les normes de l'ISSB. Donc, vous n'aurez pas besoin d'en faire deux si vous souhaitez retenir aussi un reporting de type ISSB. Le diable est souvent dans les détails dans ce domaine-là. Et en particulier, il y a une dimension, j'attire l'attention dessus, qui est ce qu'on appelle le tagging. Parce que maintenant, quand on fait des reportings, que ce soit financier ou de durabilité demain, on le digitalise. C'est-à-dire que... Reporting électronique, oui. Reporting électronique, afin de pouvoir utiliser de façon beaucoup plus simple, balayer des rapports, souvent un peu volumineux, et trouver l'information qu'on veut à des endroits... brasser rapidement. Prédéterminés. Il est très important que dans ce tagging, entre les deux types de normes, on puisse ne pas avoir des choses qui soient orthogonales. On peut avoir les mêmes normes, mais si on ne tague pas de la même manière, l'utilisation est complexe. Donc un dialogue indispensable, mais qui existe et qui doit perdurer. De votre côté, Pierre Planchon, est-ce que les entreprises vous ont fait part d'inquiétudes à ce sujet ? Est-ce que vous pouvez peut-être les rassurer ? Alors c'est clair, compte tenu de la complexité de cet exercice et des moyens significatifs qu'il va falloir engager, les entreprises nous disent très régulièrement qu'elles souhaitent ne pas voir se multiplier des référentiels différents, divergents, sur des sujets qui sont finalement les mêmes, mais pourraient être vus sous des angles différents. Il faut souligner que les discussions, les évolutions récentes vont plutôt dans ce sens-là, mais c'est une crainte récurrente. L'interopérabilité entre les normes européennes et les standards internationaux est bien un sujet auquel l'Union européenne est très attentive et évidemment attachée. C'est un point qu'elle rappelle régulièrement. Pour les entreprises présentes à l'international, la question de l'interopérabilité des référentiels, leur capacité à fonctionner ensemble, avec à la clé la simplification des processus de reporting dans un groupe avec des filiales dans plusieurs pays, c'est absolument crucial. Pour le moment, l'ISSB et la Commission européenne coopèrent pour minimiser les différences sans renier les fondements de leurs approches respectives. Espérons que ça se poursuive pour les futures normes qui doivent encore être publiées. Et finalement, l'interopérabilité des deux référentiels devrait surtout permettre aux normes européennes de n'exiger des entreprises que des informations complémentaires par rapport aux normes internationales, les informations communes étant bien alignées dans leurs principes.
Donc cette question de l'interopérabilité sera vraiment un sujet à suivre, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les professionnels du chiffre. Le reporting de durabilité donc, va contraindre les entreprises à fiabiliser, à communiquer des informations ESG importantes, ce qui est nécessaire notamment pour éclairer toutes les parties prenantes. Mais est-ce bien suffisant au regard de l'urgence climatique ? Certaines parties prenantes préconisent que l'impact environnemental des entreprises soit également pris en compte par la comptabilité et donc appellent à une évolution des référentiels comptables. Je vais vous poser la question à tous les deux. Monsieur Hoffel, tout d'abord, pensez-vous qu'il est nécessaire de faire évoluer les référentiels comptables ? Les référentiels comptables ont toujours vocation à évoluer, à prendre en compte les évolutions de la société elle-même. Mais un référentiel, c'est quand même quelque chose qui doit être solide, clair et d'application uniforme. Aujourd'hui, la première question qui se pose, c'est quand même de dire, est-ce que, avec les règles actuelles, est-ce que mon reporting de durabilité affecte quelque part mon reporting financier actuel avec les règles actuelles ? En particulier, quand je fais des provisions pour dépréciation ou pour un impairment de mon goodwill ou ce genre de choses, est-ce que cet exercice-là, il est cohérent avec ce que je dis dans mon rapport de durabilité et l'espérance de vie d'un certain nombre de mes actifs au regard de ces problèmes de durabilité ? Est-ce qu'il y a la nécessité, par ailleurs, il y a le problème de l'actif et puis il y a le problème du passif, est-ce que j'ai des engagements que j'ai pris qui doivent faire l'objet d'une provision en tant que telle. C'est des sujets complexes et qui doivent être analysés d'abord au regard des règles actuelles. Les règles actuelles, le problème de cette connectivité, c'est le terme qu'on utilise dans les milieux, qui n'est pas magnifique, mais bon, pas magnifique, elle est au cœur des réflexions actuelles. Ce qui est aussi au cœur des réflexions actuelles, c'est de se poser des questions. Quid du prix du carbone ? Comment quelle est la sensibilité d'un certain nombre de valorisations à des évolutions du prix du carbone ? Est-ce que j'ai bien comptabilisé ces nouveaux instruments, par exemple, qui sont liés à des manières innovantes de se procurer de l'énergie ? Il y a un certain nombre de problèmes techniques. Ça, c'est l'actualité d'aujourd'hui et je peux vous dire qu'à l'IASB, ce sont des choses, et aussi d'ailleurs à l'ANC pour les normes françaises, ce sont des choses qui sont regardées de très près, les FRAG aussi, puisque en fait, c'est l'intérêt de ces organismes qui ont deux pieds, un pied sur la finance et un pied sur la durabilité. Ils sont des mondes qui doivent absolument discuter. C'est le cas à la Fondation IFRS avec les deux boards, c'est le cas à l'EFRAG avec les deux boards, c'est le cas à l'ANC avec une seule. Donc, ces sujets-là sont là. Parler d'une évolution radicale. C'est ce que j'entendais, en fait. C'est ce que... Voilà. Pour moi, c'est une question prématurée. Les questions que j'évoque là, qui sont des questions très opérationnelles et qui peuvent avoir quand même des conséquences non négligeables, sont celles que nous traitons aujourd'hui. L'évolution du référentiel comptable est donc prématurée, selon vous, Monsieur Hoffel. Pierre Planchon, pour votre part, faut-il faire évoluer le référentiel comptable ? Je ne suis pas sûr que ce soit une question d'évolution du référentiel comptable. D'abord, il faut aller au bout des recommandations et des obligations qu'on va vouloir mettre en vigueur sur le plan opérationnel. Aujourd'hui, on reconnaît des actifs quand il y a des avantages économiques futurs à percevoir pour l'entreprise et des passifs quand il y a des sorties de ressources. Et ça, c'est la comptabilité financière. Si on comptabilisait des passifs pour des choses qui ne se traduisent pas opérationnellement par une sortie de ressources, j'anticipe un danger. On aurait des passifs qui en fait ne seraient pas exigibles et que certains cyniques pourraient en fait favoriser comme des quasi-fonds propres. Donc aujourd'hui, il y a une attente forte des investisseurs et des régulateurs sur la prise en compte des enjeux climatiques dans les comptes, en tenant compte de ce qui va réellement affecter les actifs et les passifs en fonction de l'impact de l'entreprise. Donc, je pense que la première étape, c'est bien d'accompagner les préparateurs dans la mise en œuvre de ces recommandations et la satisfaction de ces attentes. Alors, pour ce qui concerne le futur rapport de durabilité, à terme, il fournira de l'information sur les effets financiers anticipés des risques et des opportunités liées au changement climatique. Pour l'instant, c'est encore un sujet peu mature. On n'a pas encore de méthodologie. Alors, il va falloir rapidement être en mesure de mesurer ces effets du reporting de durabilité sur la conduite et la marge des affaires, analyser la façon dont les différentes parties prenantes vont réagir aux données et aux stratégies
proposées et publiées par les entreprises, et évidemment, quelles actions concrètes les entreprises vont mettre en œuvre pour minimiser leur impact sur l'environnement. Mais je pense qu'il faut laisser un peu de temps aux différents acteurs pour définir et mettre en œuvre opérationnellement des approches communes et voir si ça répond aux attentes des parties prenantes, avant encore une fois de se poser la question d'un changement de référentiel comptable. Donc, occupons-nous au premier chef du rapport de durabilité. Après, on verra la question du référentiel comptable. Notre entretien va toucher à sa fin. Messieurs, nous allons donc conclure. Pierre Planchon, quelques mots en guise de conclusion? On est au cœur d'un des plus grands changements dans les modèles d'affaires et par conséquent de l'un des plus grands changements dans le corporate reporting qui en rend compte depuis des décennies. C'est un changement de paradigme pour l'ensemble de l'écosystème, préparateurs, auditeurs, régulateurs, investisseurs, et puis évidemment la gouvernance. Nous allons tous, ces acteurs, nous mettre au diapason, travailler ensemble, parce que l'enjeu collectif, c'est pas tellement la production de la donnée, c'est bien les actions en faveur de l'environnement, la limitation de l'impact des activités humaines sur notre planète, avant que des bouleversements encore plus grands que ceux qu'on a connus et complètement non maîtrisables nous mettent en péril. Souhaitons-le. Alors, Monsieur Hoffel, en guise de conclusion, que souhaitez-vous ajouter? Comme je le disais, c'est un chantier de la décennie. Mais c'est un chantier qui ne peut être une réussite que s'il va au-delà du périmètre de l'Union européenne. Et donc, cet aspect international que nous évoquions est tout à fait fondamental. Or, nous voyons, tant au niveau d'ailleurs de certains pays de l'Union qu'au niveau international, que la prise en compte des problèmes de durabilité est discutée. Elle est discutée parce que c'est une évolution assez radicale de la société, c'est une évolution qui peut coûter cher, et comme elle peut coûter cher, ça veut dire que si on ne la fait pas un peu partout dans le monde, la compétitivité de certains pourrait être pénalisée, et donc, pour moi, un aspect très important, c'est la réussite au niveau international de ce chantier de la durabilité. De ce point de vue-là, on va regarder avec attention ce qui se passe aux États-Unis dans ce domaine-là, parce qu'on sait qu'on ne peut rien faire de très sérieux dans ce domaine-là sans que tous les grands pays soient à bord. Et donc, nous avons devant nous encore beaucoup d'étapes pour réussir ce chantier. Un grand merci à vous deux pour avoir partagé pour nos auditeurs votre vision des enjeux de la durabilité. Nous l'avons compris, la mise en œuvre va représenter de vrais défis pour les entreprises, mais aussi, il faut le souligner, une formidable opportunité pour initier des transformations concrètes et indispensables pour notre planète. Avant de clore cet échange, je signalerai aussi à nos auditeurs la publication par le Board Leadership Center de KPMG d'une étude intitulée « Baromètre de la gouvernance ESG », une étude qui met en lumière les pratiques actuelles en matière de gouvernance au regard de ces normes ESRS et aussi qui souligne les enjeux que les entreprises vont devoir anticiper. Cette étude, vous la retrouverez sur le site internet de KPMG, kpmg.fr. Poursuivons cette émission avec la responsabilité civile des administrateurs. Elle est actuellement assez précisément encadrée par la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation et finalement rarement mise en œuvre. En principe, les administrateurs sont responsables des décisions qu'ils prennent collectivement en violation de la loi ou des statuts ou qui constituent une faute de gestion. Ils le sont soit collectivement et solidairement pour ceux qui ont coopéré à la décision dommageable prise en conseil, mais le juge doit alors déterminer la part pécuniaire de chacun, soit personnellement pour une éventuelle décision prise à titre individuel. Si la société peut agir contre eux, un ou des associés le peuvent également, mais à plusieurs conditions particulières. Et quelles sont ces conditions ? D'abord, agir soit au nom et pour le compte de la société, ce que l'on appelle l'action ut singuli, soit agir en leur nom personnel, même s'ils sont plusieurs à agir parallèlement. Ensuite, quand ils agissent à titre personnel, ils doivent démontrer un préjudice personnel direct et distinct de celui subi par la société. En ce sens, la diminution de la valeur des titres n'est pas un préjudice indemnisable selon la jurisprudence, l'idée étant que l'indemnisation de la société suffit en ce cas à restaurer la situation patrimoniale des associés par effet ricochet. Un tiers, un créancier en particulier, peut également agir.
mais il lui faut alors démontrer un préjudice propre, rarement admis, et surtout que l'administrateur ou les administrateurs ont agi à des fins personnelles et en dehors de leurs fonctions, ce qui est exceptionnel. Et il existe des régimes particuliers ? Oui, il en existe au moins 2 que l'on doit signaler. D'abord celui connu en cas de faute de gestion ayant conduit la société au dépôt de bilan. Enfin, l'autre, en cas de manquement à la bonne information du marché dans les sociétés cotées. On peut, pour finir, citer la récente affaire Score-Covea, qui est en quelque sorte l'exception qui confirme la règle que l'on vient d'évoquer, dans laquelle un administrateur représentant une société actionnaire a été lourdement condamné pour avoir transmis au board de la société actionnaire qu'il représentait des informations confidentielles obtenues en conseil. Dans les faits, les actions en responsabilité sont, à part celles-ci, restées très rares pendant longtemps, en dehors des faillites, pour utiliser une expression familière. Et si nous évoquons ce sujet aujourd'hui, Jean-Jacques, c'est que la situation est en train de changer et la responsabilité collective, voire individuelle des administrateurs pourrait à l'avenir être mise en cause beaucoup plus souvent. Oui, il y a de nombreuses raisons qui se conjuguent et se cumulent. D'abord, l'opinion publique qui est manifestement plus sensible. Ensuite, la conflictualité augmente dans la société et dans le monde des affaires en particulier, et dans sa foulée, le recours aux tribunaux. La réglementation également devient de plus en plus exigeante. Par exemple, dans le domaine de la durabilité, comme viennent d'en parler précisément nos 2 invités. Au-delà des obligations de reporting ESG, qui sont essentiellement, peut-on dire, des obligations de dire, les grandes et moins grandes entreprises sont ou vont être aussi soumises à des obligations de vigilance, qui sont des obligations de faire plus exigeantes. Enfin, mais ce n'est peut-être pas tout, parce qu'une proposition de loi visant à généraliser et faciliter les actions de groupe a toutes les chances d'être définitivement adoptée cet automne. Nous en reparlerons dans une prochaine émission. À cela s'ajoute l'évolution de la composition des conseils, l'apparition d'administrateurs dotés d'une fonction ou d'une mission particulière, comme l'administrateur indépendant, l'administrateur référent, l'administrateur RSE, l'administrateur cybercriminalité et peut-être d'autres, risquent de les mettre personnellement en première ligne. Un sujet que nous suivrons bien évidemment sur ces ondes. Second thème que nous souhaitions aborder dans ce tour d'horizon de l'actualité estivale de la gouvernance, le projet de Say on Climate qui pourrait s'inspirer du modèle du Say on Pay. En décembre 2022, un rapport du Haut Conseil de la place financière de Paris avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de légiférer sur la possibilité d'un vote consultatif des actionnaires sur les enjeux climatiques. C'est exact. Et le nouveau code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de la FEP-MEDEF a, au même moment, été un peu plus précis. Il prévoit d'abord que le Conseil, sur proposition de la Direction générale, devrait déterminer des orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et examiner annuellement les résultats. Ensuite, que la stratégie climatique et les principales actions engagées par l'entreprise devraient être présentées, je mets présentées entre guillemets, en assemblée au moins tous les 3 ans, donc sans vote, même simplement consultatif. Mais l'autorité des marchés financiers est allée plus loin en mars 2023. C'est en vérité la Commission Climat et Finances durable de l'AMF qui a souhaité l'intervention du législateur afin que la loi entérine le caractère obligatoire des résolutions climat, encadre le contenu et la fréquence des résolutions, précise les moyens mis en œuvre et les conséquences du vote. Toutefois, l'AMF elle-même est restée très en deçà, en appelant simplement les émetteurs à renforcer le dialogue actionnarial sur leur stratégie climatique. Elle préconise que ce dialogue se tienne dans le cadre de l'Assemblée générale, mais également de façon régulière, en amont et en aval de celle-ci en cas de dépôt d'une résolution climatique par des actionnaires. L'Assemblée nationale pourrait aussi se saisir du sujet puisqu'un amendement a été adopté en première lecture et fait l'objet, avec les autres dispositions du projet de loi, d'une commission mixte paritaire en cours. Oui, c'est dans le projet de loi relatif à l'industrie verte qu'un amendement déposé par plusieurs députés propose, pour les sociétés cotées, un processus transposé de celui du C1P, c'est-à-dire avec des votes en assemblée, mais en moins contraignant. Cet amendement prévoit que le Conseil devra établir une stratégie climat et durabilité et qu'elle devra faire l'objet tous les 3 ans d'une résolution purement consultative de l'Assemblée, que le Conseil devra néanmoins prendre en considération. Le Conseil devra également établir un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie adoptée, rapport devant faire l'objet tous les 3 ans d'une résolution, à nouveau purement consultative de l'Assemblée, mais que le Conseil devra encore prendre en considération. Tant la stratégie que le rapport annuel feront l'objet d'une publicité. Le thème de la durabilité fera donc encore couler beaucoup d'encre dans les mois et années à venir.
Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture pour nos auditeurs ? Parmi d'autres, j'ai 3 conseils de lecture à suggérer. Tout d'abord, le dossier thématique publié en juin dernier par l'AMF et intitulé, je cite, « Le reporting de durabilité CSRD, se préparer aux nouvelles obligations ». Ensuite, le vade-mecum de l'administrateur, mis à jour par l'IFA, également en juin. Pour finir, et comme évoqué dans l'interview, le baromètre de la gouvernance ESG, publié ce mois par le Board Leadership Center de KPMG France et qui dresse les nouveaux enjeux de la CSRD auxquels les conseils se trouvent confrontés. Pour compléter cette édition, nous vous recommandons également de réécouter l'émission Cap Gouvernance du 26 janvier dernier dédiée au rôle de la gouvernance dans la transition ESG des entreprises. Dans cette émission, nous avions accueilli Géraldine Picot, directrice financière de Holcim et présidente du comité d'audit de Danone. Nous vous invitons également à nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et également de KPMG Avocat où sont publiées toutes nos actualités. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter sans modération les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Cette édition de rentrée de Cap Gouvernance est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous aura notamment permis de mieux cerner les enjeux du reporting de durabilité. Merci pour votre fidélité et nous vous retrouverons avec grand plaisir le 23 novembre pour une nouvelle émission.